Je veux dire, moi, j'ai aucune objectivité sur les Tales of. Bien Enfin, sûr. moi, quelqu'un vient de me dire Tales of, c'est de la merde, je lui casse le genou. Salut YouTube, c'est Super Boki. Aujourd'hui, nouvelle petite interview où je reçois la chef Sushi, chroniqueuse des podcasts de B-Side Games. Salut Sushi, comment tu vas? Salut Superbo qui va écoute, ma foi, ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Bah écoute, très bien, très content de te recevoir. On a parlé un petit peu en off, on a fait connaissance. Oui. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Prêt pour une interview pleine de rebondissements et très intéressante, j'en suis sûr. Oh, allons-y. Pour commencer, Sushi, on va commencer par quelque chose d'assez simple et à la fois compliqué. Dis-nous qui tu es. Voilà, cette question. Alors, je suis Sushi, des podcasts de B-Side Games. J'ai 32 ans, voilà. Je préfère préciser mon âge, parce que souvent, j'ai des pubs où on me traite de vieille. Ouais, ça m'arrive souvent. Je fais les podcasts de B-Side Games avec Yeti et Babar. On a commencé, ça va faire 4 ans cette année. Et quand je ne fais pas des podcasts, je fais aussi un peu de stream sur Twitch. Voilà. D'accord. Stream sur Twitch, stream spécialisé dans certains types de jeux ou c'est plus tes envies du moment? Oh, c'est carrément mes envies du moment. J'ai commencé vraiment à streamer en début d'année dernière, en janvier, donc ça fait un an, sur du Pokémon, puisqu'en fait je revenais du Japon et j'avais eu Pokémon pour Noël, donc j'avais pas eu le temps de le faire parce que j'étais de base au Japon au moment des fêtes. Ouais. Et quand je suis rentrée, je me suis lancée sur Pokémon et je me suis dit pourquoi pas essayer de streamer. Et j'ai eu un petit peu de monde. Et après, je suis tombée dans le comment dire, dans le petit souci Animal Crossing, on va dire ça comme ça. Voilà, je suis carrément tombée dedans. Tu as fait une petite incartade Animal Crossing. Ah ouais, incartade de 1500 heures, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais au début, donc j'ai fait pas mal d'Animal Crossing. Bien que au début, j'ai pas beaucoup streamé puisque c'était pendant le premier confinement. Ouais. Et vu que moi j'ai arrêté, mes séances de kiné ont été arrêtées pendant le confinement, j'ai vite été pas bien en fait. Ouais. Donc du coup, je jouais de mon côté et j'ai repris fin avril, début mai à peu près des streams Animal Crossing. Et puis là, j'en faisais énormément, j'en faisais beaucoup. Et là maintenant, je fais presque plus d'Animal Crossing. C'est les jeux quand j'ai envie de faire en fait. Oui, c'est en dilettante, genre t'as pas de planning sur ta chaîne Twitch plus que ça. Non. Tu dis tiens, je jouerais bien à ça, hop, tu lances le stream et go. C'est ça. Alors au début, quand je faisais pas mal d'Animal Crossing, comme je jouais tous les jours, j'y allais tous les jours quasiment, sauf le week-end. Je faisais en général 9h, midi et demi. Et les gens s'habituaient en fait. Mais au bout d'un moment, il y a des jours où j'étais pas bien, donc les gens savaient que j'étais malade. Donc je leur disais, moi je suis malade, donc je peux pas avoir un rythme d'un streamer professionnel. Donc ils étaient au courant. Et puis quand ils voyaient des fois que j'étais absente une semaine, 15 jours, fois 3 semaines, là ça fait peut-être 3 semaines que j'ai pas streamé. Ils ont pris l'habitude et je leur ai dit de toute façon chez moi ne vous attendez pas à un planning, vous n'en aurez jamais, parce que voilà, chez moi c'est selon mon état et selon mon envie aussi. J'ai pas envie que ce soit une contrainte ou une obligation, donc du coup voilà, c'est selon comment ça me vient et le jeu du moment. Si je trouve que le jeu est intéressant à streamer ou si je peux rigoler, parler avec des gens. D'accord. On va revenir un peu sur le podcast B-Side Games. Si tu devais définir la touche sushi dans B-Side Games, ce serait quoi? C'est une bonne question ça, la touche sushi. Je sais pas, mis à part que mon rire est très particulier, je dirais que je suis un peu l'innocente entre guillemets, enfin je suis celle qui pose les questions. Ouais. Donc voilà, après sinon j'ai pas de... Ouais, celle qui râle tête le plus aussi. Innocente et râleuse du coup? C'est ça, innocente et râleuse. Exactement. Très bien. Et du coup, B-Side Games, parce qu'on en parle, mais B-Side Games, c'est quoi? Alors c'est un podcast qui parle de tout ce qui se passe autour du jeu vidéo. C'est comme ça qu'on l'explique à chaque fois. Ouais. On n'a pas d'autre façon de l'expliquer. On aborde plusieurs thèmes. Par exemple, on a fait la littérature, on a fait les musiques, on a fait les jeux de rythme. Là, notre dernier numéro, c'est la ludification. On a fait le handicap. En fait, c'est vraiment tout ce qui se passe un peu autour du jeu vidéo. On a fait le journalisme. Vraiment, on a eu... Ouais, en gros, c'est des thématiques larges et plus ou moins complexes. Mais en gros, vous n'êtes pas à dire genre... ça c'est le dernier jeu, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est plus des thématiques qui vont plus haut que le jeu vidéo et que vous souhaitez traiter avec des invités. C'est ça, vraiment on parle pas de nos jeux vidéo, de ce qu'on fait ou des jeux qui sont sortis, c'est pas du tout le propos. Sauf si on en parle dans les jeux du moment, parce qu'en fait au début on a une rubrique où on parle de ce à quoi on a joué. Donc mais sinon non, c'est vraiment ce qui se passe vraiment autour, quoi, la littérature, tout ça vraiment. Et il y a pas mal de sujets à aborder en fait. Le jeu vidéo c'est vaste. Oui, c'est une source presque intarissable dans le sens où il y a plus de production de contenu que ce qu'on peut voir nous, donc on aura toujours du retard
sur les thématiques à traiter, hein, c'est sûr. C'est ça, exactement. Et du coup, en parlant de jeux vidéo, Pirouette magnifique, on va parler de toi et de ton rapport avec ce média. Comment est-ce que la petite Sushi, elle a découvert le jeu vidéo? Alors, la petite Sushi a découvert le jeu vidéo. Alors, j'ai découvert jeune, quand même. Ouais. Je sais pas, je devais avoir 5-6 ans, à peu près. Mes parents avaient une SNES avec Mario. Ouais. Donc, le parcours classique. J'ai eu une Game Boy. Parcours classique, on se croit limite à un entretien. Bah écoute, parcours classique, ça commence avec la SNES. C'est ça, j'ai un parcours des plus classiques. Embauchez-moi. Non, du tout. Mais moi, je regardais surtout mon père et mon petit frère y jouaient. Ouais. Moi, j'étais beaucoup spectatrice. Après, j'ai eu une Game Boy où un de mes premiers jeux, c'était un Simpson sur Game Boy. Et ce jeu m'a martyrisé parce qu'en fait, j'ai passé des mois à essayer de comprendre, à passer le premier niveau, je n'ai jamais réussi. Je pense que j'étais trop jeune, je sais pas, il y a un truc qui se passait pas. Et puis, j'ai eu surtout Dr Mario et Mario Land 2, ces deux jeux-là. Bon, par contre, j'y ai beaucoup joué. Ouais. Et après, j'ai abandonné totalement. Ouais. T'as fait un break avec cette relation aux jeux vidéo. C'est ça, bah ouais, donc on va dire que j'ai arrêté de jouer, allez, j'avais 8-9 ans. Ouais. Et j'ai recommencé à jouer, j'avais, allez, on va dire 20 ans. D'accord, ah oui, donc c'est un bon break. Et qu'est-ce qui t'a fait renouer avec ce média? Qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre avec le jeu vidéo? L'amour. Oh, c'est beau. C'est ça, c'est Yeti en fait. Parce que Yeti, on s'est mis ensemble en 2006. Et en fait, bah, lui, ça a toujours été, c'est un gros joueur en fait. Ouais. Et moi, je débarquais un peu. Je me souviens d'ailleurs, même les premiers mois, on était ensemble. C'était, je me souviens, le jour où la Wii est sortie en fait. Il avait été chercher la Wii avant de me récupérer à la gare. Et bah, c'est comme ça en fait. C'était à force de le voir jouer, parce que moi, j'ai toujours été, comme je disais déjà petite, assez spectatrice. Donc, je l'ai pas mal regardé jouer, même s'il y a des jeux auxquels il jouait que franchement, ça me passait au-dessus. Enfin, j'étais là, ouais, pas top. Et puis, bah, du coup, j'ai commencé à jouer un peu sur Wii avec lui, tu sais, genre Wii Bowling, Mario Kart. Là, vraiment, j'ai commencé un petit peu, mais c'était vraiment de temps en temps pour jouer avec Yeti, pour passer un bon moment, pour rigoler. C'était vraiment pas quelque chose que je faisais de moi-même en fait. Ouais, c'était pas une passion, c'était plus un divertissement occasionnel, histoire de partager quelque chose ensemble. C'est ça. Et puis après, il y a des jeux qui clairement m'ont marqué et que moi après m'ont fait plonger dans le jeu en fait. D'accord. Et du coup, nous sommes fin janvier 2021. Est-ce que aujourd'hui tu es joueuse? Est-ce que tu es passionnée? Voilà. C'est quoi aujourd'hui ta relation avec les jeux vidéo? Alors maintenant, oui, je suis joueuse. Je joue moi-même comme une grande fille toute seule. Waouh. Mais alors je joue, ça dépend. En fait, il y a des années où je vais jouer énormément. Genre en 2020, j'ai fait pas mal de jeux. Pour l'instant, j'ai fait quelques jeux, mais bon, on est qu'en janvier, hein, donc vous me laissez le temps. Mais moi, de base, ma passion, c'est la littérature, en fait, c'est les livres. Donc c'est vrai que c'est compliqué de mixer un peu les deux. Il y a des moments, je vais être à fond dans les livres et des fois à fond dans les jeux vidéo. Mais souvent, je fais au moins 3-4 jeux l'année, je pense, au moins. Mais ouais, non, je joue maintenant encore. Et j'aime ça. Voilà, c'est par plaisir, quoi. C'est maintenant tu te dis, tiens, je ferais bien ça. Genre pour ton plaisir à toi, c'est pas juste genre pour partager un moment avec Yeti ou quelqu'un d'autre. Des fois, tu te dis, hop, je lance ma console et je me fais une partie. C'est ça. Bah, ouais, non, c'est totalement moi toute seule, puisque maintenant Yeti, des fois, il me dit, ouais, tu veux me regarder jouer? Je suis, ah non, vas-y, moi je veux jouer. Du coup, ça a complètement changé. Là où avant, je le regardais beaucoup. Ouais. Maintenant, plus souvent, j'ai envie de dire, bon, non, j'ai envie de jouer. Par contre, j'ai encore ce rôle de spectatrice quand il y a un jeu que je veux faire absolument, mais que voilà, mes mains, mon handicap m'empêche de faire ce jeu. Et du coup, des fois, je vais voir Yeti, s'il te plaît, tu peux jouer? S'il te plaît, vas-y, je te regarde. Et ça est déjà arrivé. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs les Zelda. Zelda Ocarina of Time, par exemple, j'ai découvert parce que Yeti l'a fait pour moi. D'accord, voilà. Top. Ouais, mais, c'est super. Tu vois, en parlant de jeux vidéo et de la manière de l'aborder et d'y jouer, je pense que pour apprécier un jeu vidéo, bah de toute façon tu vas pas me donner tort, j'espère, qu'on n'est pas forcément obligé d'être manette en main pour apprécier l'expérience. Je vais donner un exemple perso. Depuis que j'ai la fin de la primaire, j'ai un ami, on joue à des jeux ensemble. Sauf qu'on joue à des RPG. Donc le multijoueur sur les RPG, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus. Et en fait, la plupart du temps, c'est toujours moi qui avais la manette et on jouait ensemble. Et lui était toujours en tant que spectateur à côté. Et pourtant, l'expérience, elle était satisfaisante et pour lui et pour moi. Bon, je lui laissais la manette quand il fallait pexer un peu parce que ça me saoulait de faire des combats, mais c'est comme ça. J'en ai marre. C'est comme ça qu'on jouait à cette époque-là et on avait vraiment un gros plaisir tous les deux de pouvoir juste partager ce moment ensemble, peu importe qui tient la manette. Mais je suis totalement d'accord.
Moi, il y a le nombre de jeux que j'ai fait comme ça. Par exemple, Zelda Ocarina of Time, comme je t'ai dit. Il y a eu plus récemment, il y avait eu Zelda Breath of the Wild sur Wii U, parce que nous on l'avait sur Wii U. Ouais. Et moi, le gamepad, c'est trop imposant. Enfin, le machin, il est comme ça. Ouais, c'est trop imposant et du coup, j'y arrivais pas. Mais par exemple, Breath of the Wild avec Yeti, quand on l'a fait, c'était magnifique. Enfin, genre le matin, on se levait avant qu'il aille bosser, pendant qu'on prenait notre petit déjeuner, on était là en train d'essayer de faire 1 ou 2 sanctuaires. Moi, je vivais le truc à fond. Ouais. On était à fond et c'était super. Il y a plein de jeux que j'ai fait comme ça. En plus, moi, cette année aussi, on a fait, enfin, en 2020, pardon. On a fait Dragon Quest 11. Et là, on l'a fait tous les deux. Bon, là, moi, j'aurais pu le faire avec mes mains. Ouais. Ça aurait pas été gênant, mais c'est lui qui avait la manette et moi qui regardais. FF7 aussi, on a fait un peu comme ça. Et FF8 aussi, j'ai découvert comme ça. Mais il y a beaucoup de jeux que je découvre comme ça parce que voilà, soit je suis pas, le gameplay n'est pas adapté ou parce que des fois, juste j'ai envie de le regarder jouer. Je vais me permettre une petite digression parce que tu vas parler FF8 et ça fait tressaillir mes sourcils. Du coup, tu l'as connu récemment, ce jeu. FF8, l'année dernière. D'accord. Et du coup, tu es une personne mature qui a un regard critique sur le jeu vidéo. Et objectivement, FF8, tu l'as trouvé comment ? Alors, moi, j'ai bien aimé. D'accord. Globalement, t'as bien aimé, ouais. Ouais, j'ai bien. Déjà, c'est le FF préféré d'Yeti, donc si je veux pas un divorce. Ah oui. Voilà, il faut quand même que. Je comprends. que j'assure mes arrières. Non, je rigole. Non, moi j'ai bien aimé. Le 7, j'ai un peu moins aimé parce qu'en fait, j'ai des potes qui sont des gros fans de FF. Aïe. Alors, je dis pas que j'ai un peu moins aimé que le 8, mais c'est juste qu'on me l'a tellement survendu. Moi, ça fait. Oui. Par exemple, moi, ça va faire bientôt 15 ans que je suis avec Yeti. Ça va faire 15 ans que du coup mes amis sont là. Mais FF7, c'est le meilleur, vas-y FF7. Du coup, quand toi t'arrives, donc moi j'ai fait FF7 il y a peut-être 1 ou 2 ans, je sais plus. J'étais là, je dis ok. Voilà. Et, tu vois, il y a 13 ans de bourrage de crâne derrière. C'est le meilleur. Donc moi, forcément, je m'attends. Voilà, ça va être trop bien. Et là, j'arrive. C'est sympa. Effectivement, il est très bien. Je pense que si clairement je l'avais découvert à l'époque, j'aurais adoré totalement. Mais moi, je suis arrivée des années et des années après et j'étais là, c'est sympa. Ouais, c'est vrai que pour quelqu'un qui l'a pas connu, le 7, je pense que voilà, l'histoire, le lore, c'est super sympa. Mais c'est vrai qu'il y a certaines parties de gameplay qui ont plutôt pas mal vieilli. Et puis, c'est le début de la 3D sur PlayStation et c'est pas forcément ce qui a le mieux vieilli aussi. Moi, c'est pas les graphismes qui me dérangent. C'est pas ça vraiment. Moi, c'est surtout le fait que ce qui s'y passe, alors à l'époque, c'était révolutionnaire. Sauf que moi, j'ai fait des tonnes de JRPG en fait. Ouais. Donc moi, je suis pas surprise. Tu vois, il y a forcément toujours un peu les mêmes mécaniques dans les jeux. Et là, je dis ça me choque pas. Ouais, ok. Après, il y a des choses qui m'ont surpris. J'ai trouvé des trucs trop mignons et tout, des trucs très bien. Mais non, moi j'étais là. Les gars, vous m'avez survendu un truc. C'est pour ça qu'en fait, j'aime pas qu'on te survende un jeu ou même une série ou un film ou un livre parce que je vais forcément être déçu. En parlant de choses survendues, j'ai des petits trucs dans mes questions et je pense que ce serait intéressant d'avoir ton avis là-dessus. On a vu du coup ta découverte de jeux vidéo, ton actu. On va maintenant parler de ta Madeleine de Proust, ce jeu ou cette console qui aurait pu marquer ta vie de joueuse. Je t'écoute. La 360. Ah d'accord, Xbox 360, d'accord. Ouais, la Xbox 360. Ouais. C'est là où j'ai vraiment commencé à jouer. Ah oui, c'était ta reprise du jeu vidéo. C'est ça. Donc moi je jouais un peu à la Wii, mais bon, c'était pas non plus folichon. Mais en fait, c'est surtout que j'ai découvert Tales of et Fable. Donc la première fois que j'ai vu, par exemple, en fait, de base, j'avais offert la Xbox 360 à Yeti pour Noël. Ouais. Donc ce qui à l'époque était un énorme cadeau. Moi j'étais boursière, on était étudiants tous les deux. J'ai dit, regarde. Je me souviens, j'étais arrivée au magasin de jeux vidéo, j'étais là avec un petit bout de papier parce que moi j'y connaissais vraiment rien. J'étais là, je regarde le vendeur, je dis bonjour, je voudrais une Xbox 360 avec un disque dur de je sais plus combien. Vraiment, t'avais l'impression que c'était une mamie qui venait acheter une console. Donc moi, je lui ai offert et j'avais offert Eternal Sonata. Et après, il avait aussi eu Tales of Vesperia. Et là, je l'ai regardé. C'est là vraiment où j'ai appris à le regarder à jouer et où j'ai accroché en fait. D'accord, donc en plus d'être une console que tu aimais, c'est aussi un souvenir vraiment qui a un souvenir marquant d'un point de vue perso, quoi. C'est ça, exactement. Pour moi, c'était la console, quoi. Je te comprends tout à fait, mais sache, cher Sushi, que je suis passé totalement à côté de tout ce qui est Xbox sur tout un pan de ma vie et que j'ai découvert ça il y a quelques années seulement, moi. C'est vrai. Tu sais, en fait, j'étais côté PlayStation et
il était de bon ton de ne pas aimer Xbox en fait quand tu étais côté PlayStation. Un peu, Tu faisais preuve d'une mauvaise foi. Oui, mais vous payez pour avoir le online, machin. Ok, bah vous avez Halo, c'est cool, mais bon, je m'en fiche. Et ainsi de suite. J'ai mis de côté toute la ludothèque Xbox et tout ce que ça pouvait proposer. Et quand je me suis mis à découvrir vraiment la Xbox 360 parce que on m'en a donné une. Quand j'ai vu la ludothèque et comment c'était optimisé, ne serait-ce qu'en termes de puissance, comment c'était bien fait le Xbox Live et tout, je me suis dit, mais... j'ai loupé un truc, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, on va mettre ça sur le compte de l'adolescence. Après, moi, j'avoue que j'étais totalement pas réceptive à ce genre de guéguerre. Nous, on avait les deux consoles, on avait la PS3 qu'on a eu après et la Xbox. Moi, je jouais essentiellement sur Xbox aussi pour du confort, puisque au niveau de la manette... désolé pour les fans de Sony, mais moi je trouve que les manettes de Sony c'est l'enfer. Enfin du moins pour mes mains c'est l'enfer. Donc moi j'ai pu jouer sur Xbox 360 et moi les guéguerres j'étais complètement à côté tant que j'avais mon JRPG. J'avais rien à faire. Mais toi Sushi c'est que t'es une personne qui est mature, c'est ça la différence aussi. Ouais, mature je sais pas toujours. J'ai mon côté pas objectif. Je suis comme tout le monde. Parlant de non-objectivité, on va maintenant passer sur la partie questions-réponses, concept révolutionnaire où je fais une question à EO ou surprise, tu dois donner une réponse. D'accord. De manière relativement concise, bien entendu. J'ai un peu peur. Et on va commencer en douceur pour te mettre à l'aise. Oui. On va parler d'Animal Crossing. Qui est un jeu qui en termes de temps, voilà, tu as passé quelques heures dessus. Tu nous as dit combien tout à l'heure ? Quasiment ou peut-être même plus de 1500 heures. D'accord, voilà, ce qui représente assez... Beaucoup d'heures. Ouais. Après coup, là, tu vois, tu as digéré un petit peu Animal Crossing. Ouais. Tu nourris du regret d'avoir investi tant de temps dans le jeu au détriment d'autres, ou c'est que du bonheur ? Non, que du bonheur, moi je regrette rien. D'accord. Question subsidiaire, du coup. Si un nouvel Animal Crossing venait à sortir sur une nouvelle console, est-ce que tu y jouerais ou tu te dis, bon, j'ai fait le tour sur cette console, il n'y aura peut-être pas forcément une révolution, est-ce que tu serais hypé par un nouvel Animal Crossing sur la next-gen par exemple ? Le même Animal Crossing ou un autre ? Un autre ? Un autre ? Ouais, je pense que je l'achèterais, ouais. D'accord, parce que j'avais eu écho d'autres personnes sur cette franchise. Et il me disait comme quoi il l'avait fait sur un premier support, et quand c'est sorti ailleurs, ils voyaient pas vraiment le gap en termes d'innovation, ils se sont dit, est-ce que ça vaut le coup d'investir ma vie là-dedans, tu vois, c'est... Après, j'y jouerais peut-être moins, mais si c'en est un autre différent, pourquoi pas essayer, tu vois, moi je suis plutôt du genre à essayer de... des fois j'achète des jeux, je me dis, oh c'est pas top, mais bon, autant essayer, quoi. Non, je pense que j'essaierai, ouais. D'accord. Question suivante. Restons concentrés, bien entendu. On va parler des Tales of parce que voilà, on sait que tu aimes les Tales of. Oui, j'adore les Tales of. Pour toi, ça semble être une référence au niveau du JRPG. Ouais. Et j'aimerais savoir si tu as fait et apprécié Tales of Phantasia sur Game Boy Advance. Pas du tout. Non, pas du tout, je l'ai jamais fait. Eh bien, tu as bien fait, car c'est une catastrophe ce portage sur Game Boy Advance. Ne le fais jamais, sinon tu ne verras plus aucun Tales of comme avant, et tu te diras comme quoi, eux aussi savent se foutre de notre gueule. D'accord, non, vraiment, je l'ai jamais fait. Mais oui, j'adore les Tales of, c'est la vie. On peut digresser un peu, on peut se le permettre. Hein. C'est moi qui dis qu'il faut être concis, mais c'est moi qui digresse, donc on a le droit. Pas de soucis, je t'en prie. Les Tales of, qu'est-ce que tu leur trouves en termes de JRPG par rapport à d'autres ? En fait, qu'est-ce qui a fait que tu es tellement accroché à cette franchise ? C'est mon premier, déjà. Mon premier JRPG, Tales of Vesperia, c'est mon premier JRPG. Et puis en plus, quand j'ai commencé Tales of Vesperia, j'ai aussi commencé ma grosse période parce que j'ai découvert aussi les mangas et les animés assez tard. Ouh là là, boîte de Pandore. Non mais donc moi je suis tombée d'un coup dans tout ça. Donc c'était les mangas, les animés et j'ai eu Tales of, mais je me suis dit mais c'est un animé dans lequel je peux agir quoi. Mais waouh. Et puis c'est épique à la japonaise. Enfin c'est vraiment moi j'étais à fond. Enfin c'est comme ça que j'ai adoré jouer. Mais j'ai aussi eu les fables qui n'ont rien à voir et que j'ai adoré. Question suivante. La question Pokémon. Est-ce que pour toi, Pokémon, c'est avant tout de petits monstres tout mignons, un univers merveilleux qui laisse place à l'imaginaire, ou une putain de grosse machine à fric ? Une grosse machine à fric. Je veux dire, moi j'ai fait les Pokémon Center. Ouais. T'as des peluches jusqu'au plafond, t'as des boucles d'oreilles Pikachu, enfin c'est vraiment, ça va partout. Mais ça reste sympa en fait, faut essayer de... Moi j'essaye de dissocier en fait.
C'est-à-dire, tu peux faire un jeu sans devenir complètement fan et avoir les 800 peluches des derniers Pokémon. Enfin, après, voilà, c'est... Mais sinon, c'est totalement une machine à fric. Tout à l'heure, on a parlé du coup des jeux qu'on nous survendait et qui, au final, nous laissaient un peu de marbre et qui pouvaient limite pénaliser du coup notre expérience parce que le jeu n'était pas si mal en soi. Donc, t'as eu ça toi par rapport à Final Fantasy VII. Ouais. Est-ce que t'as eu d'autres jeux sur lesquels t'as eu ce même type de mauvaise expérience, si je puis dire? FF9. Beaucoup les FF en fait, parce que je te dis, dans mes amis, j'ai des gens qui sont très très fans des FF et FF8 un peu moins parce que Yeti c'est son préféré, mais il est pas du genre à le survendre. De toute façon, je pense qu'il me connaît, donc s'il me l'avait trop survendu, oui, il le dit souvent, ouais, c'est le meilleur FF et tout. Ouais. Mais ouais, c'est surtout FF7, FF9 là qui me vient en tête. Et des jeux un peu, je sais pas si tu as pu les voir ou y jouer, les jeux un peu de la nouvelle génération. Donc il y a Cyberpunk qui vient forcément là-dedans, mais des jeux un peu comme Death Stranding ou Ghost of Tsushima. Je sais pas si c'est des jeux que tu as pu voir passer, qui ont été vraiment martelés en termes de com. Ouais, alors j'avoue, Yeti est très fan de Kojima, donc Death Stranding, on y a eu le droit. Moi j'étais là, c'est chiant comme la mort. J'ai pas aimé. Je les regarde. Je suis désolée pour les fans de Kojima, mais ouais, franchement, j'étais là. Et lui, il était c'est bien et tout. Bon, il dit bien que c'est pas le meilleur, mais il était trop fan. Moi, déjà, c'est déprimant. Enfin, puis en plus, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ouais, non, je l'aurais pas fait quoi. Des fois, je m'en allais même quand il jouait. J'étais là, vas-y, ça me saoule. Je me casse. je retourne jouer à Animal Crossing. C'est ça. C'était pas sorti, je crois, quand il le fait. Je sais plus. On va parler un peu du coup de la next gen. Ton regard dessus sur la next gen, est-ce que pour toi t'es impressionné par ce que ça apporte ou au contraire c'est un peu osé dans le sens où t'as pas l'impression qu'il y a un gap qui a été passé? Alors moi il y a totalement pas un gap qui a été passé, mais je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait déjà moi je me rends pas compte de tout ce qui est genre HD machin et tout. Enfin, il dit ça désespère Yeti, tu vois. Genre là il s'est acheté il y a pas longtemps un casque super bien, il me dit mais tu sens, regarde, écoute le son, il est meilleur et tout. Ouais. Ok. Donc non, franchement pour moi ça a pas changé grand chose quoi. C'est pas ça a pas révolutionné. Sachant que pour moi en fait les graphismes c'est pas important, c'est pas ultra important. Je peux prendre autant de plaisir sur un jeu pixelisé comme Suikoden par exemple que sur je sais pas moi sur un Tales of qui est sorti là par exemple Berseria. C'est moi les graphismes c'est pas important, c'est le contenu. En fait moi je vois le jeu vidéo comme un livre. Ouais, d'accord. Pour moi c'est une histoire comme dans un livre sauf que c'est animé quoi. Le gap n'est pas là sur la nouvelle génération dans le sens où ils ont voulu faire un effet un peu waouh avec le ray tracing, ils nous balancent là-dessus les graphismes. Sauf que c'est pas forcément là où on attend plus les nouvelles générations. C'est plus en termes de nouvelles fonctionnalités au niveau du hardware, au niveau des manettes, au niveau de l'accessibilité. Et je pense que c'est aussi là que la next-gen devrait faire des vrais efforts. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi, surtout pour l'accessibilité. Parce que par exemple, nous on a la Xbox Series X. Parce que au début on était là, parce que on a toujours. Alors la dernière génération on n'a pas eu d'Xbox parce que clairement ça valait pas le coup. Mais on a eu la PS4. Mais moi la PS4 j'ai vite arrêté de jouer parce que la manette, comme je l'ai dit tout à l'heure, les manettes de PS4, enfin les manettes de PlayStation pour moi c'est pas du tout ergonomique. Enfin du moins en ce qui me concerne. Et genre la manette quand j'ai vu la manette de la PS5, mais je me suis facepalmé toute, je sais pas comment on dit là. Mais non, j'étais là, mais mon Dieu, c'est pas du tout ergonomique. Enfin, t'as les mains comme ça, c'est. Ouais, je comprends. C'est pas du tout ergonomique, donc. Et puis, franchement, moi, le ray tracing, tout ça, ça me passe au-dessus. Quoi. Très bien anticipé, ça, Super Boki. Ce serait quoi ta plus grosse attente en termes d'évolution sur en termes de hardware au niveau du jeu vidéo? L'accessibilité. Ouais, c'est clairement ça. Tu penses que pour l'instant, on est toujours très en retard par rapport à ce qu'ils pourraient proposer vu nos moyens technologiques ou en fait il y a des efforts de fait, on va pas se le cacher de plus en plus. Moi je trouve que surtout Microsoft pour le coup au niveau des manettes je trouve qu'elles sont super bien, puis ils ont sorti aussi le gros je sais plus comment ça s'appelle, la manette accessible là tu sais avec les gros boutons. Oui. Ça c'était super cool, mais par exemple plus de mode facile. C'est par exemple moi les Tales of je ne peux jouer que en mode facile. Tu me mets Tales of en mode normal, y a rien à faire, je pourrais pas le faire parce qu'il faut faire les combos et tout, alors que en facile, tu vois, quand j'ai une crampe dans les doigts, je peux arrêter de quelques secondes, je vais pas mourir en fait. Ouais, c'est pas les punitif, autres persos prennent, c'est pas punitif du tout.
Donc ouais, franchement, plus de mode facile parce que voilà, c'est pas parce que tu joues en mode facile que t'es nul. Hein. Le mode facile, ça peut aussi servir pour les personnes comme moi. Bien sûr. Et sinon, ouais, non, plus d'accessibilité et moins de QTE parce que les QTE, ça ruine les doigts. Ouais, ça ruine les doigts et même en termes de gameplay, je pense que le QTE, c'est aussi un peu la facilité sur certains aspects. On va te mettre dans l'immersion d'une scène, et ben on va te faire une cinématique avec des QTE. Et comme ça, on te fera croire que tu joues, alors qu'en fait, tu appuies sur des touches et pour moi, c'est une facilité plus qu'autre chose, le QTE. Enfin bon, ça, c'est un avis qui n'engage que moi. Ouais, mais... je sais pas. Après, moi, ça me dérange, hein, parce que moi, j'ai vu finir c'est Zelda Twilight Princess. J'avais réussi à le faire toute seule, ça m'a pris des heures et des heures. Hein. Parce que niveau gameplay, c'était pas le fifou, je trouve, du moins pour moi. Et je me souviens que quand j'étais en train de faire le boss, donc Ganondorf, je sais plus comment il s'appelle dans ce jeu-là. Et en fait, il y avait un QTE, à un moment, en fait, tu le bloques. Et en fait, il faut que tu appuies comme un dingue sur une touche, sauf que moi, j'y arrivais pas. Donc, mon auxiliaire de vie qui est arrivé à ce moment-là, je lui ai dit, s'il te plaît, aide-moi. Et en fait, moi, je bloquais Ganon. Et c'est elle qui appuyait en fait à spammer la touche. Je me suis dit, moi, j'y arrive pas. Elle voyait bien que j'avais les mains en plus qui commençaient à trembler. J'étais vraiment pas bien. Et c'est elle qui m'a aidé à terminer le jeu parce que vraiment, moi, le QTE, je me suis dit, je vais quand même pas abandonner au boss de fin, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, non, vraiment, moi, les QTE, c'est l'enfer pour moi. Mais après. D'accord. Donc, arrêtez les QTE sur la next-gen, s'il vous plaît. C'est ça, arrêtez les QTE et puis soyez un peu plus accessibles, s'il vous plaît. Pensez au handicap. On va arriver sur la dernière question, qui n'est pas vraiment une question, mais plus un exercice de langage. Oh. Donc là, tu vas avoir 1 minute de libre antenne pour nous faire une belle déclaration d'humour. Bien entendu, la mauvaise foi est bienvenue, hein, pour le jeu qu'est Doom Eternal. Ah non. Ah oui, mon Dieu, mais pourquoi celui-là? Quel hasard, n'est-ce pas? Ah, c'est super! Doom Eternal, super! Ça fait peur et ça donne envie de vomir, mais tout y est! Et tout y est. Donc, du coup, il faut que je fasse une déclaration d'amour à Doom Eternal. D'accord, ok, j'ai aucune idée. Nickel! Écoute, Doom Eternal, ce jeu super vomitif, qui a des graphismes magnifiques, où tu vois bien le sang, l'hémoglobine, tous les monstres et tout, c'est super. Non, c'est parfait, c'est parfait. J'ai pas mieux. Parce que franchement, moi, clairement, ce genre de jeu, ça me fait vomir. En plus, ça fait peur, quoi. Voilà. Si vous voulez avoir peur et vous avez envie de vomir, écoutez, allez-y. Hein. Et ben voilà, la chaude recommandation du chef Sushi, Doom Eternal. Mon Dieu. Pas mal, Doom Eternal. Je m'y attendais pas, celle-là. Sushi, je suis désolé, mais on arrive bientôt sur la fin de cette petite interview et nous arrivons à la conclusion. Sushi, cette petite interview, est-ce que ça a été? Parfait. Très bien. Si on doit parler d'actu à court ou moyen terme sur B-Side ou sur Twitch, est-ce que tu as des petites choses à nous dire? Pour B-Side Games, écoute, non, on continue notre petit bonhomme de chemin. On va sûrement terminer l'année toujours à distanciel. Ouais. Pour les podcasts, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on arrive à s'en sortir. Voilà, la qualité du son peut parfois s'en ressentir, mais on n'a pas le choix parce que comme je fais partie des personnes à risque, moi je suis obligée de rester confinée, hein, donc ça va faire bientôt 1 an, c'est long. Mais ouais, non, sinon pour l'instant B-Side Games, B-Side Zik aussi. Bon, moi même si j'en fais pas partie, n'hésitez pas aussi à écouter les B-Side Zik. Et pour Twitch, écoutez. Venez, c'est sympa, il y a de la bonne humeur. Des fois, je suis sur les streams de Yeti et puis des fois, je stream sur ma chaîne. En ce moment, je fais du House Flipper, pour ceux que ça intéresse. Mais sinon, non, c'est quand ça vient. Et puis, profiter quand l'envie vient, quoi. Tout à fait. Écoute, ce que je ferai, c'est que je mettrai les liens dans la description vers tous tes réseaux, le Twitch, les podcasts, tout ça. Ah, merci beaucoup. C'est tout à fait naturel. Et si vous avez des questions à poser à Sushi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je m'en ferai le relais. En attendant, Sushi, je te remercie une nouvelle fois de t'être prêté au jeu de la petite interview. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres interviews. Merci Sushi. Salut YouTube. Salut.